Bonjour et bienvenue dans le podcast HPV Positive. Et aujourd'hui, je reçois Mélissa Chambard, qui est sage-femme en Belgique. Et elle a créé la Bulle qui est un lieu de naissance alternatif à l'hôpital et qui propose un accompagnement des futurs parents à partir de la grossesse jusqu'à la naissance. Moi, j'aurais adoré pouvoir accoucher à la Bulle, mais ça n'existait pas à mon époque. Alors, pourquoi elle est là? Elle va nous raconter le lien entre l'impact du papillomavirus au moment de la grossesse, ce qu'elle a pu observer dans les grossesses, dans les naissances. Et puis, toi qui es là, qui nous écoute, peut-être tu as un désir d'enfant ou tu es déjà enceinte et tu as le papillomavirus. Alors, reste avec nous. Cette interview va beaucoup t'intéresser. Bonjour Mélissa! Bonjour Anne. Et merci d'avoir accepté l'invitation de témoigner sur le podcast HPV Positive. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours très chouette de partager sur les podcasts autres que le mien. Donc voilà, c'est très intéressant aussi de passer de l'autre côté et d'être du coup interviewée. Ouais, c'est une belle expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps et ça fait assez drôle. Alors oui, toi aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à l'Académie du podcast parce que tu animes le podcast Bulle de sage-femme. Et c'est un podcast à grand succès. Ça fonctionne bien, donc ça c'est super chouette. Voilà. Mais parce que je parle justement des autres types de suivi. Je rappelle qu'est-ce qui est normal pendant la grossesse et l'accouchement. Donc je pense que ça parle à beaucoup de gens et donc tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, j'ai beaucoup aimé, je t'ai écouté pour préparer un petit peu notre interview et j'ai beaucoup aimé ton ton, ce que tu apportes et surtout justement cette dimension très humaine que tu mets dans ce métier de sage-femme parce que déjà cette dénomination sage, c'est vraiment, j'y attache beaucoup d'importance et je trouve que dans Bulle de sage-femme, c'est cette notion-là de sagesse et aussi de femme, ce côté féminin par rapport à la naissance, voilà, ce partage. Ah, merci. Est-ce que tu sais juste que sage-femme, c'est pas juste parce qu'on est sage, parce qu'on n'est pas toujours très sage, mais Ah c'est non? surtout qu'on a la sagesse dans le sens où on a la connaissance en fait Mm, de ce qui est normal ou enfin voilà de comment mm, fonctionnent les femmes, la sagesse voilà de savoir comment fonctionne le corps des femmes. mm. Ouais, c'est un ça que ça me touche en fait, ce côté sage, ouais. Alors, je crois que tu m'as dit que ça fait à peu près 12 ans que tu es sage-femme. Et est-ce que tu rencontres souvent des femmes qui viennent à toi et qui ont le papillomavirus? Alors oui, alors il y a une chose, c'est qu'en France et en Belgique, la pratique, elle n'est pas exactement la même. Et là où les sages-femmes en France pratiquent les consultations gynécologiques de base, en Belgique, c'est pas le cas. Donc en Belgique, on suit vraiment que pendant la grossesse. Et donc, je peux dire que oui, je rencontre quand même assez régulièrement des patientes qui ont eu à un moment ou à un autre un frottis de colle qui a été positif au HPV. Mais au moment de la grossesse, pas, enfin voilà, c'était peut-être beaucoup plus avant et qu'elle n'a pas forcément encore le HPV au moment où elle est enceinte. Mais une femme qui a eu un historique d'HPV, ça, il y en a énormément en fait. Ok. Et justement, peut-être au niveau, parce que moi je le retrouve dans tous les contacts que j'ai eus, dans mes clientes, il y a une espèce d'angoisse justement par rapport au désir d'enfant, par rapport au papillomavirus, la peur de la récidive, etc. Comment elles se sentent émotionnellement du fait de cet antécédent ou du fait de l'avoir? Je pense que c'est très important en fait de rappeler ce que c'est que ce moment où on reçoit ce résultat où c'est écrit dessus que justement on est positif au HPV et puis alors parfois avec des mots où on parle de HPV à haut risque, Mm, enfin voilà, donc c'est vraiment c'est des moments où anxiogène. ça fait super peur, on Mm, s'imagine déjà voilà avec un cancer en phase terminale limite. Donc c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la population qui à un moment ou un autre vont être porteurs du HPV.
hommes comme femmes en fait et avant que ça devienne un cancer, enfin voilà déjà des cellules précancéreuses avec des lésions puis plus importantes et cetera, ça va prendre énormément de temps. On dit en moyenne 15 ans, d'accord? Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir eu un frottis de colle en début de j'ai envie de dire que des fois, on a fait des frottis de colle beaucoup trop tôt aux jeunes femmes, en fait, hein, parce que, bah, elles allaient quasi être sûres d'être positives au HPV. Il y a une période où on allait gratter au niveau des cols et en Mmh. fait, où on a créé des lésions sur ces cols et où ça a pu avoir des impacts au moment des naissances quand les femmes, elles ont été enceintes. Mais clairement, ça a pas de sens de faire des frottis trop tôt et quand on commence à les faire, bah, garder en tête qu'il va y avoir un suivi qui va être assez régulier et cetera. Ça, c'est vraiment important. Après au niveau des peurs, je pense qu'il y a des femmes qui me demandent, est-ce que le fait que j'ai eu un HPV va faire que je vais avoir plus de risques, enfin plus de difficultés à tomber enceinte? La réponse, elle est non. Alors après, ça veut pas dire qu'elle aura pas des difficultés à tomber enceinte, mais en tout cas, ça sera a priori pas lié à HPV. C'est une chose. Donc des femmes enceintes qui ont eu un HPV, il y en a plein, j'ai envie de dire, heureusement. Parce que voilà. Après des femmes qui ont eu des traitements au niveau du col parce qu'elles ont eu des cellules, enfin des des zones avec des lésions, il y en a quand même quelques-unes, qui ont eu du coup des traitements, ce qu'on appelle des conisations. Ça veut dire qu'on a retiré une partie du col, en prévention pour retirer en fait cette lésion. Attention, retirer la lésion ne veut pas dire qu'on retire le HPV. On Mmh. retire Ouais. juste la lésion. Le Ça, c'est HPV sûr que qui c'est important de bien le comprendre, puisque le HPV, c'est un virus, donc on n'enlève pas le virus avec une intervention chirurgicale. Par contre, on enlève les cellules qui sont infectées. c'est ça. Et ça, c'est important de le. Oui, parce que j'ai encore vu il y a peu de temps, des vidéos où les femmes disaient: «Ah oui, j'avais, donc on a opéré, puis du coup c'était OK, puis on a refait un frottis, en fait il y avait encore, mais ça veut dire qu'on n'avait pas assez enlevé», enfin et alors elles pensaient qu'il fallait enlever de plus en plus, puis voire jusqu'à enlever son utérus alors que, ça n'allait pas régler, le problème en soi. Mmh. Oui, parce que, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Un jour, on m'a proposé, pour ma deuxième récidive, on m'a proposé une hystérectomie, et la gynéco, en me proposant l'hystérectomie, elle me dit, «Ça réglera le problème, de l'utérus, mais ça réglera pas le problème du virus». C'est-à-dire? Tu vois, tu imagines le cartoon, Ouais, oui, qui ça veut dire quoi là? c'est pas clair. Je comprends pas parce que moi je ferais ça pour ça et non pas du tout en fait, puisque, bah, le papillomavirus il peut aller, au niveau de la vulve, au niveau anal, voilà, il y a d'autres, endroits donc, bah, ce qu'on peut faire, c'est, vraiment essayer de renforcer le système immunitaire, c'est peut-être et Et aussi essayer de favoriser aussi une bonne, son hygiène de vie. écologie, j'ai envie de dire, au niveau de sa flore vaginale. Oui, C'est voilà. ça c'est important et justement, tu l'observes, par rapport, justement à tes patientes, les différences en fait qu'il peut y avoir par rapport à l'écologie de la flore vaginale et l'impact sur les problèmes, de Les santé. infections, j'ai envie de dire, oui, les infections vaginales, de manière générale, en fait. Parce que tu peux avoir de la bactérie, puis effectivement, tu as le virus avec le HPV. Mais clairement, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quand il y a un déséquilibre. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on a toutes, à un moment donné, il y a de grandes chances qu'on ait été en contact avec le HPV, hommes comme femmes. Le fait qu'il y en ait qui arrivent à, j'ai envie de dire, à éliminer le HPV et Mmh puis d'autres pas, ça peut être lié effectivement à quel est l'écosystème, en fait, la flore qu'il y a à ce moment-là. Parce que, ce qui se passe au moment d'une infection, c'est que c'est quelque chose qui va prendre le dessus sur le reste de la flore qui est habituellement. Et c'est de savoir comment est-ce que le reste de la flore va réagir et va, se renforcer ou travailler pour essayer de retirer, ou d'éliminer en tout cas, ce qui ne va pas. mh. Dans les cas de HPV, on sait que, même quand il y a, des lésions à bas risque, hein, donc quand même de premier grade et cetera, il y a quand même dans 80 des cas
le HPV qui s'en va. Donc, c'est pas parce qu'on a des lésions que ça veut dire que le HPV va rester, c'est sûr et certain. Mmh. C'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui peuvent se faire et il y a encore, j'imagine, j'espère, franchement, je suis pas une spécialiste du HPV, Mmh. mais j'espère sincèrement qu'il y a des études qui sont menées là-dessus sur justement comment est-ce qu'on peut booster la flore vaginale pour aider clairement à éliminer tout ça. Mais donc, dès qu'il y a un déséquilibre, et ça peut être pour un tas de choses, et le moment de la grossesse, par contre, c'est vrai que ça peut être un moment où il y a des déséquilibres qui se font parce que le pH au niveau du vagin a tendance à changer. Et donc, bah, il y a on va dire qu'il y a des petits heu, des petits germes qui sont, plutôt opportunistes, hein, et qui font, bah, qui profitent justement de Mmh. ce changement-là et donc de ce petit déséquilibre qui potentiellement se met en place pour, proliférer et donc plus de Mmh. risques effectivement d'avoir, des petites, mycoses ou ce genre de choses, quoi. Les Oui. champignons, ils sont sympas aussi, hein. Ouais. Oui, c'est, comme, voilà, que dès qu'il y a un déséquilibre, en fait, le terrain est plus sensible pour, capter tous les virus, toutes, les infections et j'ai interviewé, Delphine Guilloux, qui, dans l'épisode, HPV, mycose et cystite, qui, explique très bien ce lien entre le déséquilibre de la flore et le papillomavirus. Donc à toutes celles qui nous écoutent, je les invite à réécouter, cet épisode et donc par rapport, à ce que tu, dis là, est-ce que tu peux, nous dire, tout au long de la grossesse et au niveau de l'accouchement, justement, les inconvénients qui peuvent se présenter, par rapport, quand on a une conisation ou quand on a le papillomavirus? Est-ce qu'il y a un impact ou est-ce qu'il y en a pas? Alors, il y a jamais pas du tout d'impact, en fait, hein. On peut pas dire que, il se passe rien, ça c'est faux. Dans la majorité des cas, tout va bien et la grossesse va jusqu'à son terme, et la femme va se mettre en travail spontanément et potentiellement il y aura aucune difficulté. Les cas les plus fréquents, j'ai envie de dire, c'est que quand on a fait une conisation au niveau du col, ça a quand même créé un tissu cicatriciel qui est un peu plus dur comme ça et qui fait que, bah, des fois le col il a du mal à lâcher en fait et qu'à un moment donné ou l'autre, pendant la dilatation, il y a un moment donné où on stagne un petit peu. Alors, la pression de la tête, du bébé sur le col avec les contractions potentiellement vont simplement à un moment donné faire un peu plus mal et hop, vont aider à dilater le col et si pas, bah, ça arrive parfois qu'on ait besoin, nous, ça nous arrive, de mettre, les doigts au niveau du col et de aider avec une pression un peu plus grande à ce moment-là, pour justement l'aider à s'ouvrir. Alors évidemment, quand, les femmes sont sous péridurale, c'est plus facile. Sans péridurale, c'est un moment qui est pas du tout agréable, mais c'est quelque chose dont on parle en disant: «Le risque, il est là», c'est vrai. Donc peut-être qu'on pourrait être amené à, mais en fait, dans la majorité des cas, moi, j'ai envie de dire, ça m'est peut-être arrivé une fois D'accord, ouais, en parce fait que, en mmh, fait, en respectant le processus, en laissant les femmes se mouvoir, ressentir et cetera, souvent elles ressentent, en fait, quand il y a quelque chose et alors elles cherchent à faire passer l'obstacle, en fait, hein. Donc mmh, elles se mettent dans des positions pour pousser le bébé à appuyer différemment sur le col, pour aider enfin, moi je parle en tout cas des femmes qui sont dans un accouchement physiologique parce que je ouais, n'accompagne que ça évidemment, mais oui, clairement j'ai déjà vu des femmes se mettre dans des positions qui paraissent assez atypiques et en fait je pense que c'est parce qu'elles faisaient passer justement des moments où le col était un peu, serré. cerclant, serré, à cause du tissu cicatriciel, ça clairement. Ouais, j'aurais adoré accoucher avec toi parce que, en fait, j'ai eu des lésions précancéreuses, à l'âge de 24 ans et donc j'ai accouché à peu près 4 ans plus tard et donc j'avais un col cicatriciel et on m'avait pas du tout parlé d'éventuels, problèmes, ultérieurs. D'ailleurs, ma gynéco m'avait même dit: «Après, vous aurez un col tout neuf». Ah! Quelle horreur! Ça paraît pas possible, mais voilà, enfin bref et donc le jour, de mon premier accouchement, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y avait une dilatation du col, «normale» entre guillemets au début. Bon, j'ai quand même mis 12 heures pour accoucher, et à un moment donné, mon col, ne se dilatait plus alors qu'on n'était pas loin, je sais plus, j'étais peut-être à 8, mais c'était terminé et c'est là où j'aurais bien aimé que tu sois là parce qu'en fait, j'ai eu, des piqûres, tu sais, pour Ah oui. provoquer
Ah oui. Et ça, Donc c'est pas très confortable, hein. voilà, non, mais j'ai quand même, j'avais une péridurale, mais vu la durée, ça n'a pas trop fonctionné. Après, voilà, j'estime que ça a été un inconvénient mineur, mais c'est vrai qu'après, le gynécologue m'a dit: «Oui, effectivement, il s'est passé ça, c'est certainement parce que vous avez un col cicatriciel qui fait que, voilà, il y a eu cette difficulté». Et cette difficulté, en fait, je ne l'ai pas du tout eue à la deuxième naissance. Non, parce que justement, ton col, il avait déjà lâché. Voilà. Donc ça, c'était OK. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois je pense que c'est peut-être ça qu'elle voulait te dire, ta gynéco, en te disant que tu allais avoir un col tout neuf. Tu vois, c'est comme, des fois, moi, c'est ce que je dis aussi aux femmes quand elles ont eu une épisiotomie, qui a été, recousue et qui a fait mal et cetera, puis qu'il y a une zone qui a enduré. Quand, je leur dis: «Bah, écoute, le cadeau que tu pourrais avoir, c'est que ça redéchire à cet endroit-là, au moment de ton accouchement et qu'on ne resuture pas et tu verras que tu vas gagner en confort» et cetera. Et ben, je pense que c'est aussi du même, tu vois, du même ordre d'idée, en fait. Le tissu, en fait, cicatriciel, fibreux, lâche et puis, bah, la reconstruction, elle se fait différemment, en fait. Mmh, mmh, mmh. Après, donc tu me demandais, les autres conséquences que ça peut avoir. Donc dans les cas où il y a eu des conisations, où on a enlevé beaucoup de colle, il est important, en fait, de bien surveiller la grossesse pour le risque, en fait, on va dire de béance du col, en tout cas le fait qu'il ne serait pas, suffisamment fort pour garder, le col de l'utérus fermé. Et donc le risque en fait de grossesse, de naissance prématurée. Mais c'est assez rare. D'accord, Ça, c'est d'accord. important à Oui, savoir. en tout cas, ce qui est important, de penser, c'est de toujours le mentionner, en fait, quand, on a une grossesse, de toujours C'est ça. mentionner, du moins, cet antécédent qu'on a eu. Et après, je voudrais, conclure, peut-être sur, le risque de transmission entre, de la mère à l'enfant. C'est une peur de beaucoup de femmes qui ont un désir de grossesse. Est-ce que, il y a un réel risque? Alors le risque, il existe, on peut pas dire zéro, mais c'est assez rare. En fait, ce qu'il y a, c'est que, chez une femme qui a un HPV, il y a une étude qui a été, menée. J'ai regardé justement ça avant de faire l'interview avec toi. Une étude au Canada et en fait qui explique que dans 7% des cas, le bébé va porter sur lui en fait du HPV effectivement à la naissance, et va peut-être développer quelque chose, mais que 6 mois après, en tout cas dans leur échantillon à eux, il y avait plus rien. Mais ça veut pas dire qu'il y a jamais rien. Mmh. Il y a quand même des situations dans lesquelles je pense que ça peut arriver en fait, mais c'est tellement minime que je peux dire en tout cas que dans le suivi qu'on fait en tant que sage-femme, et cetera, si même on a une femme qui est HPV positive, et qui accouche voix basse de son bébé, on ne fait aucun test chez le bébé par rapport à ça. On ne fait Mmh. pas de frottis, on vient pas le vérifier, s'il est porteur ou pas, et on ne fait voilà, il y a pas de suivi particulier par rapport à ça. Donc ça veut dire que le risque, il est quand même très minime. Sinon, il y aurait j'ai envie de dire des examens complémentaires qui seront d'office prévus parce qu'on aurait peur du risque potentiel que ça Mmh. présente. Mais c'est même pas le cas et on dit pas, HPV, veut dire, pas de voix basse, tout ça, on n'en parle pas du tout donc la Mmh. plupart du temps, il y a pas de souci. Oui. Alors Mais on je va pas c'est vrai nier que que ça peut arriver. voilà, c'est vrai que ça existe, hein, parce qu'ici près de chez moi, il y a une personne qui a créé une association parce que justement, elle a eu un HPV par transmission, de la mère à l'enfant. Donc ça existe, mais effectivement là, j'avais fait un MOOC, sur le papillomavirus et dans ce MOOC, les médecins disaient que c'est quand même des cas qui sont très rares. Donc, voilà, vous pouvez être rassurés et ce que je crois qui est important, en fait, quand, on a ce désir d'enfant, et qu'on a un papillomavirus, qui est en surveillance ou, voilà, qui est actuellement là, c'est vraiment, de prendre soin de son stress, de voir comment on vit la situation. Je pense que ça aussi, c'est très bénéfique quand on prépare une grossesse, hein, d'être zen, de pouvoir, cultiver justement, tout ce qui va renforcer l'état de tranquillité dans le corps.
c'est quelque chose qui va soutenir l'accouchement, qui va soutenir les moments de grossesse. Est-ce que voilà, tu vois un impact, du stress, et une différence importante entre celles qui se préparent bien, au niveau stress et les autres personnes? Mais je pense que le stress, il peut déjà jouer même déjà en préconception. Ça veut dire que justement, si la situation avec HPV, elle stresse autant, potentiellement que ça va déjà créer des problèmes juste pour tomber enceinte. Non pas que ça sera lié à HPV, mais peut-être au stress que ça crée, ça c'est possible. Mmh, mmh, Et clairement, bah voilà, si c'est quelque chose qui est très anxiogène, j'ai envie de dire, on peut vraiment travailler en préconception et peut-être bah, justement se dire, moi je veux faciliter quelque chose de naturel, j'aimerais améliorer peut-être justement mon écologie vaginale avant de potentiellement tomber enceinte, ce sera peut-être quelque chose qui sera vraiment important pour moi, etc. Voilà, je pense que si on est déjà dans ce questionnement avant d'être enceinte, bah, peut-être que justement, autant se donner les moyens de le vivre plus sereinement par rapport à ça. mmh. Après, de manière générale, stress et grossesse, c'est pas évident parce que bah, quand on est stressé toute sa grossesse, qu'on n'arrive pas à être sereine, bah, je pense que c'est quand même pas évident. Mmh. Ça amène à être sur le qui-vive pour tout et pas grand-chose. Et en même temps, bah, ce qui est dangereux, c'est que parfois les femmes, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais comme elles ont tellement été en stress et puis qu'elles nous ont tellement mis en alerte, les soignants sont plus aussi à l'écoute de ce que va décrire Réceptif. cette femme. Mmh. Mmh. C'est un Bon. moment, je pense, pendant la grossesse où on doit vraiment prendre soin de soi. Et donc, si jamais on a un état de stress pathologique général constant, etc., peut-être que c'est le moment de faire de la méditation, peut-être que Mmh, c'est le mmh, moment d'aller voir un naturopathe et de voir qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour nous aider pendant tout ce processus-là. Voilà, parce que ce qu'il y a, c'est que si c'est déjà comme ça avant, mmh, ça peut vraiment être très, très, très anxiogène après. Parce qu'une fois que le bébé, il est là, j'ai déjà vu des femmes qui, du coup, me disent moi, j'ai peur quand je mange de lui transmettre quelque chose, puis qu'il devienne allergique, mmh, j'ai peur de lui transmettre une maladie, etc. Enfin, voilà, et c'est très, très. Les femmes, de manière générale, elles ont ce qu'on appelle une hypervigilance après la mmh, naissance de leur bébé, qui est naturelle, mais il faut certainement pas que que ça perdure, parce qu'alors elles s'épuisent, parce qu'elles ne dorment plus, elles sont mmh, tout le temps en train de surveiller, etc. Donc si le stress, il est déjà là avant, je pense qu'il faut vraiment tout mettre en place pour apaiser. C'est mmh, vraiment hyper important, mmh. avant, pendant et après. Voilà. Tu prêches une convaincue et d'ailleurs, c'est à ça que j'accompagne aussi, voilà, toutes les femmes qui ont le papillomavirus à s'apaiser et aussi, quand on est dans cet endroit d'apaisement, on voit la situation de façon très différente. C'est le chemin que j'ai fait moi et c'est celui que je propose aux femmes. Alors, voilà, si, tu nous écoutes et que tu as envie d'apprendre à t'apaiser, à porter un nouveau regard sur, ta situation, contacte-moi. Et Mélissa, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as accordé et puis, toutes les informations que tu as données et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi et oui, à bientôt. Merci Mélissa, à bientôt. Au revoir. Au revoir.